Bon, si vous vous souvenez de la dernière vidéo, on avait évoqué les cycles circadiens et on était arrivé à un point où on parlait de la sécrétion de mélatonine par la glande pinéale, en disant que, grossièrement, le pic de cortisol le matin marquait le début de la journée, qui permettait d'enclencher le chronomètre de la sécrétion de la mélatonine 12 à 16 heures plus tard. Ça, c'est la version vraiment simplifiée. Maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va rentrer un petit peu plus dans les détails pour vraiment comprendre les mécanismes qu'il y a derrière tout ça. La mélatonine, c'est considéré comme l'hormone du sommeil, c'est-à-dire un messager, une lettre qui se balade dans le sang et qui va venir avertir tout le reste du corps que c'est le moment d'aller dormir. Je dis bien considéré comme l'hormone du sommeil parce qu'il y a d'autres hormones qui ont aussi été mises en avant, notamment par le docteur Jean-Bernard Fourtillan, qui s'appelle la valentonine, et qui, elle aussi, aurait un rôle crucial à jouer dans notre sommeil et dans le fait de nous faire avoir envie de dormir et nous faire dormir, tout simplement. Nous, on va partir du postulat scientifique le plus communément admis, qui est que la mélatonine est l'hormone principale du sommeil. Et celle-ci, elle est sécrétée déjà au niveau local, dans nos cellules, par les mitochondries, et ça représente 95% de la mélatonine en fait, mais celle qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui, c'est celle qui est sécrétée dans la glande pinéale, aussi appelée épiphyse, donc celle qui se balade dans la circulation sanguine. Ça représente 5%, c'est très peu, mais ça a une importance qui est clé dans la régulation du cycle veille-sommeil. Comme je viens de le dire, la mélatonine est sécrétée au niveau de la glande pinéale, c'est cette petite glande-là qui fait la taille d'une pomme de pain en réalité, qui est vraiment toute petite, située dans la région de l'hypothalamus. Ici, on peut d'ailleurs constater l'hypothalamus, contenant les fameux noyaux suprachiasmatiques, noyaux paraventriculaires aussi, dont on va franchement parler aujourd'hui, et puis on a le thalamus juste au-dessus, mais on va pas trop s'en préoccuper aujourd'hui. Alors, je vous ai fait un schéma qui peut paraître assez chaotique à première vue, mais en vérité, on va l'expliquer, vous allez voir que c'est assez facile à comprendre. J'ai représenté deux trajets. Dans un premier temps, en marron, là, le trajet de l'information lumineuse lorsqu'il fait jour, en tout cas lorsque notre système nerveux pense qu'il fait jour, et à l'inverse, le trajet de l'information nerveuse lorsque notre système nerveux pense qu'il fait nuit, en tout cas qu'il fait obscur. Ça, c'est en vert. Penchons-nous d'abord sur le dernier cas que j'ai évoqué, c'est-à-dire lorsqu'il fait nuit, en tout cas lorsqu'on est dans une condition d'obscurité. Je vais passer brièvement sur ça, mais on se rappelle, l'information passe par notre rétine, par le nerf optique, jusqu'à arriver au chiasma optique, là où l'information va être croisée, pour être traitée par le noyau suprachiasmatique de l'autre hémisphère. Ainsi, là, nous arrivons au noyau suprachiasmatique, et ce qui va se passer, c'est que, on se rappelle bien, le noyau suprachiasmatique, il a plein de neurones. Il en a environ 10 000 dans chacun des noyaux. Ce qui fait qu'ils sont capables de créer des connexions avec tout plein d'autres régions du cerveau et envoyer plein d'infos à droite, à gauche. En l'occurrence, ils vont ici connecter avec le noyau paraventriculaire, représenté ici en orange, qui est ce qu'on appelle, en tout cas ce que j'appellerais la porte d'entrée de la voie sympathique. La voie sympathique, le terme n'est pas forcément à retenir, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le chemin qui va nous mener jusqu'à la glande pinéale pour la sécrétion de mélatonine. Donc, le noyau paraventriculaire, c'est la porte d'entrée de cette voie sympathique du chemin. Eh bien, lorsqu'il fait nuit, l'information va passer par le noyau paraventriculaire et la porte va être grande ouverte, donc elle va continuer de circuler pour descendre tranquillement, on suit le trajet en vert là, descendre dans la moelle épinière, dans le système nerveux central, et sortir du système nerveux central pour aller dans le système nerveux périphérique, là où se trouve le ganglion cervical supérieur. Alors, un ganglion, grossièrement, c'est comme un noyau, mais dans le système nerveux périphérique. Et pour bien comprendre ça, je vous ai fait un petit schéma d'un neurone, juste ici. En fait, un neurone, c'est structuré de la sorte. Il va y avoir des petites dendrites, des petites pattes en haut, le corps du neurone contenant le noyau, contenant lui-même l'ADN, puis il va y avoir des axones, des prolongements. En fait, ce qui se passe quand il y a des connexions neuronales, c'est qu'il y a des axones qui vont venir
connecter avec les dendrites d'un autre neurone. Ça va faire ce qu'on appelle une synapse. Eh bien, un noyau, c'est simplement le rassemblement de plein de corps de neurones. Donc il y a plein de corps de neurones qui vont se mettre ensemble pour former un noyau suprachiasmatique, noyau paraventriculaire, noyau du raphet, etc. Et à l'inverse, lorsqu'on est dans le système nerveux périphérique, c'est simplement un changement de terminologie. Lorsque les corps vont se regrouper, ça va former un ganglion. Et puis, lorsque les prolongements se rassemblent dans le système nerveux périphérique, ça crée des nerfs, c'est les fameux nerfs. Et ça, on repassera après. Donc, on a notre petit rassemblement de noyaux ici qui forme le ganglion cervical supérieur et l'information passe par ici jusqu'à arriver au niveau de la glande pinéale avec ce petit pinéalocyte qui est en fait la cellule de la glande pinéale. Et cette cellule, le pinéalocyte, contient, en tout cas est capable de sécréter, de synthétiser la mélatonine. Maintenant, pour mieux comprendre ce qui se passe, je vous ai fait un second schéma. Ici, nous sommes donc après le ganglion cervical supérieur. Une fois que les noyaux se sont rassemblés pour former le ganglion, il y a les prolongements qui sont rassemblés pour former un nerf. Ce nerf, c'est le nerf conéal. L'information nerveuse, là, elle est à ce niveau ici. Eh bien, pour atteindre le pinéalocyte et déclencher la sécrétion de mélatonine, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un neurotransmetteur qui va être relâché, qu'on appelle la norépinéphrine, aussi appelée noradrénaline, c'est plus ou moins la même chose. Donc là, je vous ai représenté le petit neurone ici, eh bien, va relâcher la norépinéphrine, et la norépinéphrine va circuler et atteindre le pinéalocyte, et c'est cette norépinéphrine-là qui va permettre d'enclencher le processus de synthèse de mélatonine. Comment ? Notamment en mettant en marche l'enzyme N-acétyltransférase. En fait, comme on peut bien le voir ici, la mélatonine, c'est le produit fini. Avant, on a la N-acétylsérotonine, et la sérotonine, et même encore avant, on a le tryptophane, etc. Et pour passer à un niveau supérieur à chaque fois, pour passer de sérotonine à N-acétylsérotonine, il faut qu'il y ait un processus chimique qui se fasse. Ce processus chimique qui va être permis grâce aux enzymes. Et bien justement, la norépinéphrine permet d'activer l'enzyme N-acétyltransférase pour faire passer la sérotonine de la N-acétylsérotonine qui par la suite va devenir mélatonine. Et bien une fois qu'on a cette mélatonine-là dans le pinéalocyte, elle va rejoindre la circulation sanguine. Là, il y a un petit capillaire sanguin. Les capillaires sanguins sont simplement des vaisseaux sanguins. Il faut savoir que la glande pinéale est très richement vascularisée, ce qui fait qu'elle a plein de petits capillaires de vaisseaux sanguins qui sont très fins, qui l'entourent. Donc, ça va pouvoir mener à plein d'endroits différents, ça va faire une galerie, un petit labyrinthe, où ça va aller à droite, à gauche. Et bien là, la mélatonine, lorsqu'elle est sécrétée, elle rejoint la circulation sanguine, ici, et elle va revenir au noyau suprachiasmatique, on se rappelle, ce maître horloger qui dicte tout, elle va lui revenir, pourquoi ? Pour alerter que c'est bon, on entre dans la phase sommeil. Donc le noyau suprachiasmatique, qui a des récepteurs à la mélatonine, MT1 et MT2, il va pouvoir, lui, redistribuer les ordres à tout le reste de l'organisme. Maintenant, ce qui va poser problème pour la sécrétion de la mélatonine, et vous allez peut-être commencer à le comprendre, c'est bien la lumière, l'information lumineuse. Et c'est pour ça que je vous ai représenté le trajet de la lumière en marron ici. Lorsque nous allons capter la lumière du jour, admettons le lever de soleil, on se rappelle encore une fois, ça tape la rétine, contenant les cellules ganglionnaires à mélanopsine qui vont transformer l'information en un influx nerveux qui va passer par le chiasme optique pour rejoindre, par le nerf optique pour rejoindre le noyau suprachiasmatique. Et là, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a une connexion qui se fait normalement entre noyau suprachiasmatique et noyau paraventriculaire, qui est encore une fois la porte d'entrée de la voie sympathique. Sauf que lorsqu'il y a une information lumineuse, le noyau suprachiasmatique va relâcher un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Et le GABA, son rôle, c'est d'inhiber, c'est une pédale de frein. Ce qui signifie que l'information
va être plus ou moins bloqué au niveau du noyau paraventriculaire, dans le sens où le noyau, il a des récepteurs au GABA. Lorsqu'il va recevoir, accueillir le GABA va être là pour tempérer et faire en sorte qu'il ne se passe pas grand-chose, en tout cas que l'information pour aller sécréter la mélatonine ne soit pas vraiment envoyée. En gros, la porte va pas complètement être fermée. Il y a un petit bout de l'information qui va passer, quelques mots, elle va être entrouverte, mais elle ne sera pas vraiment ouverte. Étant donné qu'elle est entrouverte, il y a quand même quelque chose qui va passer. Là, ça passe, ça fait exactement le même trajet, et il y a quand même de la norépinéphrine qui va être relâchée pour venir exciter le pinéalocyte et permettre la sécrétion de mélatonine. Mais comme la porte est entrouverte et pas complètement ouverte, il y aura beaucoup moins de norépinéphrine et donc beaucoup moins de mélatonine. Ce qui fait que, concrètement, on a toujours de la mélatonine qui est synthétisée. Tout le temps, on en a en nous, même le jour, en pleine journée, à 17h, 14h, peu importe l'heure, il y en a. Simplement, le soir, il y en a beaucoup plus, ce qui fait que ça va nous provoquer ce sommeil. Pour conclure, je dirais simplement que la lumière, vous l'aurez compris, obstrue la sécrétion de la mélatonine parce que l'information nerveuse va bloquer au niveau du noyau paraventriculaire. Et donc, moins de noradrénaline qui est relâchée et moins de mélatonine qui est sécrétée pour nous faire dormir. À savoir, je vais le préciser maintenant, c'est important, que la mélatonine, elle est constamment sécrétée de manière rythmique lorsqu'il fait noir, lorsqu'on est dans l'obscurité. C'est pas il y a un pic de mélatonine, on s'endort et après elle disparaît. Non, il y a tout le temps de la mélatonine qui est sécrétée la nuit. C'est ce qui nous permet de nous maintenir endormis. Donc, aux personnes qui pensent que prendre de la mélatonine dans des compléments alimentaires, dans des gélules ou quoi, ça va résoudre leurs problèmes de sommeil, je suis pas forcément convaincu. À tester, encore une fois, c'est toujours individualisé par rapport à chacun. Mais ce qu'il y a, c'est que la mélatonine qu'on va prendre tant que dans une gélule va nous permettre de nous endormir, oui, parce qu'on va la prendre à un instant T, mais vu qu'on n'aura pas vraiment de mélatonine qui va être sécrétée après parce que notre système est dérégulé, eh bien on va pas vraiment rester endormi. Ce qui fait que 3 heures après, 4 heures après, on va se réveiller, puis on va pas pouvoir se rendormir, à moins de peut-être reprendre de la mélatonine, ce qui va juste engendrer un cercle vicieux. C'est pour ça que bien plus que reposer ses espoirs sur des outils externes qui peuvent avoir une certaine pertinence, bien entendu, eh bien, il faudrait peut-être plutôt penser à déjà regarder ce qu'il y a, ce qui ne va pas dans son hygiène de vie, retirer ce qui pose problème. En l'occurrence, chez beaucoup de personnes, ça va être une hygiène de sommeil de manière globale, donc la lumière, manque de mouvement, mauvaise alimentation, tout ça, on va faire en sorte de l'optimiser pour avoir un meilleur sommeil et pour régler l'horloge circadienne bien plus que par la prise exogène de mélatonine, qui va simplement être une béquille, mais qui, si on l'enlève, tout se casse la gueule. Donc, c'était mon avis sur cette question-là. Voilà, cette courte vidéo touche à sa fin. Elle était, selon moi, assez nécessaire pour bien permettre d'appréhender les mécanismes de la sécrétion de la mélatonine. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me rejoindre toujours sur ma newsletter sur Substack dans la description. 2 newsletters par semaine. Sur YouTube, on va passer à un rythme potentiellement de 3 vidéos par semaine avec une conférence qui arrive le mardi 6 janvier à 17h, de 17h à environ quelque chose comme 19h. Même plus qu'une conférence, ce sera en fait une émission sur les rapports entre lumière et sommeil. On va parler ensemble. Je vais vous faire une présentation assez dense avec pas mal d'informations. Vous pourrez me poser toutes vos questions et puis voilà, on va se régaler. En tout cas, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à plus. Ciao, ciao.